Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous sommes montés à bord de la 76 Mobile. Ce bus de service public entièrement gratuit et accessible à tous sillonne depuis le début de l'année les vallées de la Brelle et de Hyères. Son objectif, aller au-devant des habitants qui, par manque de transport ou tout simplement ont des difficultés face aux démarches en ligne, peinent à accéder aux services publics. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la 76 Mobile, nous aurons comme invité Clémence Delaunay, la coordinatrice du projet 76 Mobile, Wendy Hay, conseillère numérique, Anne-Flore Rimbert, assistante sociale, et enfin Patricia Delafosse, secrétaire médico-sociale. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup solidarité, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, en action depuis janvier 2024, le département de la Seine-Maritime a harmonisé le prix de repas à la cantine dans les collèges de son territoire à 3 € pour les familles. Jean-Michel Bouxin du collège de Goderville nous a ouvert les portes de sa cuisine et explique comment il met le petit plat dans les grands. Info travaux, un petit point travaux en cours ce mois-ci, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique dans les collèges et le confortement de chaussées des routes. Et enfin, talent d'ici, Julien est curieux et aime savoir comment les choses fonctionnent. Après avoir fait une partie de sa carrière dans le monde des transports en commun, en tant qu'ingénieur, il avait soif de création et a souhaité revenir à son premier amour, l'horlogerie. Dans les zones rurales, trop d'administrés passent à côté des prestations sociales parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils ne s'en sortent pas avec Internet ou tout simplement ils ne connaissent pas leurs droits. Le département de la Seine-Maritime a ainsi poursuivi l'expérimentation de ce dispositif solidaire, la 76 Mobile, lancé en janvier 2024, en couvrant depuis le début de l'année le secteur des vallées de la Brelle et de Hyères. Et pour en savoir plus, nous sommes avec Clémence Delaunay, coordinatrice du projet La 76 Mobile. Clémence Delaunay, bonjour. Bonjour. Le département de la Seine-Maritime compte 89 centres médico-sociaux, les CMS. En quelque sorte, la 76 Mobile vient compléter ce maillage territorial qui est déjà bien dense. Quel est concrètement l'objectif de ce dispositif ? Alors la 76 Mobile vient rencontrer les habitants des territoires ruraux pour proposer un accès aux services publics et faire connaître les compétences du département et donc toutes les directions du département, toutes les offres que le département propose aux habitants. Combien d'agents sont mobilisés et sous quelle fréquence ? Alors, on a une équipe de 5 agents qui sont volontaires, composés de secrétaires médico-sociales, assistantes sociales et conseillers numériques, qui se relaient du mardi au vendredi pour rencontrer les habitants par binôme. Il s'agit des agents volontaires ? Exactement, donc elles sont volontaires. Quand l'expérimentation a été proposée, on a rencontré les agents du territoire pour leur proposer de faire partie de l'aventure et donc ces agents ont proposé de rejoindre l'expérimentation. Merci Clémence pour ces premières précisions. Nous allons aller à la rencontre de ces agents, mais avant d'aller rejoindre notre prochaine invitée, Wendy Hay, conseillère numérique, je vous propose de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. Le pôle Grammont à Rouen propose une exposition Rouen retrouvée, une ville au temps des révolutions. Le département propose ainsi de redécouvrir le Rouen du 19e siècle. L'exposition est consacrée aux évolutions urbaines de la ville de Rouen dans les années qui ont suivi la Révolution, marquée à la fois par des révolutions politiques et économiques et par l'essor du romantisme qui jette un regard nouveau sur la cité. C'est une période importante là aussi de l'histoire de Rouen, l'époque des révolutions. Et quand on parle des révolutions, on parle aussi de la révolution industrielle qui a profondément modifié à la fois le paysage de Rouen, mais aussi son développement économique autour de la Seine, autour de l'industrie nouvelle. Enfin, voilà. Mais à chaque époque, Rouen vit des moments passionnants parce que nous n'oublions pas que Rouen est le chef-lieu du département de la Seine-Maritime. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 janvier 2026. Pour la 3e année consécutive, le département de la Seine-Maritime a donné rendez-vous aux jeunes de 12 à 25 ans à Fécamp pour Tournée Jeunesse. Un rendez-vous gratuit, festif et participatif. Une journée pour échanger, débattre, expérimenter et s'inspirer.
On attend environ 400 jeunes sur la journée. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. On remercie encore la mairie de Fécamp de nous avoir mis à disposition les locaux. Et puis, on a des jeunes effectivement motivés parce que c'est eux qui ont monté ces projets, c'est eux qui ont monté les ateliers et qui les animent. C'est important de motiver la jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir du département de Seine-Maritime et puis de notre pays. Et c'est important que les jeunes soient complètement acteurs dans ces moments qui leur sont dédiés. 74 bateaux, 148 skippers représentant la flotte de la 17e édition de la Transat Café L'Or ont animé pendant 10 jours les quais des docks du Havre avant de prendre le large pour la ligne de départ. Et c'est le dimanche 26 octobre que les classes 40, les Ultimes et les IMOCA ont franchi la ligne de départ vers 14h10. Les Ocean 50, eux, ayant pris le départ la veille pour des raisons météo, tous font cap sur Fort-de-France, en Martinique. On se retrouve à l'intérieur de la 76 Mobile pour parler de l'approche numérique avec Wendy Hay, conseillère numérique de la 76 Mobile. Wendy Hay, bonjour. Si les demandes concernent principalement le logement, les retraites et les aides financières, elles concernent aussi le numérique. Quelles sont les premières demandes auxquelles vous êtes confrontés ? Alors, on a régulièrement pour toutes les démarches la question de l'adresse mail qui est obligatoire pour toutes les démarches numériques, que ce soit pour consulter le compte retraite, pour faire une demande de logement social en ligne, pour consulter les droits Amélie, etc. Donc c'est vraiment la première démarche et celle qu'on a le plus fréquemment dans la 76 Mobile. Concrètement, comment se passe l'échange ? Alors, quand la personne se présente au camion, elle se présente en général à la secrétaire médico-sociale qui, en fonction de la demande de la personne, va orienter soit plutôt vers une assistante sociale, soit vers plutôt le conseiller numérique, soit même apporter une réponse d'elle-même. Il faut savoir aussi que c'est un cadre qui est un petit peu informel, donc en général, la personne présente sa problématique, on ne demande pas de répéter une deuxième fois puisqu'on est déjà présent la première fois. Et après, donc, en général, je l'accueille à côté de moi, ça permet à la personne de voir directement ce qu'on fait ensemble, ou sur son téléphone, on est vraiment en proximité. Et on vient répondre. Si on ne parvient pas à répondre, on montre aussi comment on fait une recherche que la personne pourrait faire d'elle-même pour essayer de l'autonomiser dans ses démarches. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce dispositif ? Alors, la proximité. Moi, c'est vrai qu'en tant que conseillère numérique, je suis de toute façon, même en centre médico-social, en proximité avec les usagers. Mais là, on est vraiment sur un rapport qui est autre. Et j'apprécie également de travailler avec mes collègues, donc secrétaire médico-social et assistante sociale, sur vraiment un transfert de compétences, de connaissances. C'est très enrichissant. Merci Wendy Hay. Avant d'aller rejoindre notre prochaine invitée, Patricia Delafosse, secrétaire médico-sociale, je vous propose de faire un petit tour des travaux en cours dans le département, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des collèges et le confortement des routes avec Christophe Auger. C'est la deuxième année que nous attaquons les projets de rénovation énergétique globaux sur les collèges du parc du département 76. Nous sommes au collège Robespierre à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est un collège de 1963. Nous avons l'objectif de gagner 43% d'économie d'énergie finale. On est dans le cadre d'une réhabilitation thermique, donc on vient réisoler le bâtiment. On vient aussi apporter à l'intérieur un changement sur le système de chauffage. On met en place des têtes thermoécluses, donc qui sont des têtes connectées, robotisées, qui permettent d'ajuster les températures en fonction de l'usage, en fonction des certains horaires, une programmation bien définie. On vient faire l'intégralité du relamping qu'on peut voir dans cette salle. Donc on vient changer tous les éclairages existants en éclairage LED, qui sont aussi entre guillemets connectés, ils sont sur détection de présence. Et il y a aussi le système de gradation en fonction de la luminosité. Au collège Alexandre Dumas, un collège construit en 1976 qui fait l'objet d'une rénovation énergétique globale. Donc nous allons sur ce collège attaquer des travaux de rénovation énergétique en faisant
l'enveloppe thermique avec une isolation thermique extérieure, soit sous bardage, soit sous enduit. C'est une opération à 7,2 millions d'euros. On change les menuiseries en installant des volets roulants. Ici, nous sommes sur un gain de moins 64% prévisionnel pour baisser ses factures d'énergie en même temps qu'améliorer notre efficacité environnementale. Et en travaux intérieurs, nous changeons également l'éclairage, existant par des éclairages LED avec des zonings et un éclairage tableau distinct. On se trouve sur la commune d'Yvetot, à l'intersection RD 6015 et RD 131, en plein centre-ville. Il y a 3 ans, nous avons eu une forte déformation sous chaussée liée à l'affaissement d'un bâtiment nommé la Vieille Auberge. La mairie a pris un arrêté de péril qui a interdit l'accès au bâtiment et fermé la RD 6015. Suite aux investigations géotechniques, nous avons constaté une forte décompression sous la chaussée. Donc la solution retenue par le département a été la mise en place de pieux et d'inclusion rigides sur toute la zone qui se sépare en 2 phases. Vous avez une première phase des pieux jointifs sur on va dire, le domaine public et limite du domaine privé, couronné par une longue grille qui permet la stabilité de la zone. Aujourd'hui, nous sommes sur la première phase des constructions, c'est-à-dire terrassement sur 1,20 m de profondeur. On recèpe les pieux, on découpe les têtes des pieux sur toute la profondeur du terrassement. Ensuite, vous avez la reconstruction de chaussée. Bonjour Patricia Delafosse, vous êtes secrétaire médico-sociale à bord de ce bus solidaire. Vous accueillez de nombreux habitants en milieu rural. Comment se passent les entretiens, les premiers contacts ? À l'intérieur du bus, un petit peu comme ça peut se passer dans un CMS. Ça dépend de leurs demandes, ça dépend du monde qu'il peut y avoir dans le bus, ça dépend de beaucoup de choses. En règle générale, ils arrivent, ils se présentent, on se présente aussi à eux, on les installe, on prend en compte leurs questions, etc. Et bien souvent, on fait des recherches parce qu'on n'a pas toujours la réponse tout de suite. Alors justement, quel type de demande vous avez le plus souvent ? On a un petit peu de tout. On a des subventions pour refaire le logement. On a des gens qui débarquent avec leur téléphone portable parce qu'ils ne savent pas envoyer un message sur Messenger. On a des personnes qui n'ont plus de compte Amélie et qui voudraient de ce fait remettre en place leur compte Amélie. On a aussi beaucoup de questions sur les retraites, etc. Parce que les gens, ils savent pas trop par rapport à leur avenir. Et puis, mais vraiment, les gens ne se censurent pas en fait. Ils arrivent avec leurs questions et puis après, nous, on fait des recherches. Après, si c'est très social comme en CMS, ça roule tout seul. Après, parfois, on a des recherches à faire et on ne peut pas renseigner tout de suite et on les rappelle et on rappelle plusieurs fois parce qu'on cherche la réponse. Et vous, justement, vous pouvez apporter toutes les réponses aux questions ? Pas toujours. Donc, si on n'apporte pas la réponse, on oriente à un service qui est plus adapté et où c'est un petit peu plus poussé pour eux. On les oriente et puis de toute façon, comme on ne repassera pas forcément tout de suite, on les renvoie vers d'autres services. Et les CMS, on a aussi les CMS. Et justement, ça vous change du CMS. Qu'est-ce que vous appréciez là dans ce bus solidaire ?
Ce qu'on on ne sait jamais comment... en CMS, c'est pareil un peu, hein, en accueil, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Ce que j'apprécie, c'est que on va aller peut-être chercher des gens dans la campagne qui ne se seraient jamais permis. On a été surpris par le fait qu'ils ne connaissaient pas les CMS. Les gens n'étaient pas connus... Et puis, ce que j'apprécie, c'est le changement, un petit peu, le fait de bouger. Comme vous verrez, comme vous voyez, je ne suis pas une jeune professionnelle, donc je me disais, il faut peut-être avoir fait cette expérience avant de passer à autre chose, peut-être d'aller vers les gens, quoi. Merci beaucoup Patricia Delafosse. Avant d'aller rejoindre notre dernière invitée, Anne-Flore Rimbert, assistante sociale, je vous propose de découvrir un autre dispositif du département qui permet de préserver à la fois le pouvoir d'achat des familles et la santé des collégiens. C'est la cantine à 3 €, le tarif le plus bas en Normandie. Nous sommes rendus à la toute nouvelle cuisine du collège André Gide à Goderville, où le chef Jean-Michel Bouxin, avec son équipe, confectionne plus de 600 repas par jour. Au collège André Gide à Goderville, dans sa toute nouvelle cuisine, il sent bon le tagine et la blanquette de veau, deux plats au menu du jour cuisinés avec de bons produits frais. Des poireaux, des oignons, des carottes, bien sûr la blanquette et après une petite sauce à la maïzena avec de la crème, des petits champignons. Oignons. Il y a de la vanille, du thym, du romarin, il y a des petites oranges, il y a des pruneaux, il y a des abricots secs. Et puis on n'a pas fini encore d'améliorer. Un petit sachet de thé vert et puis voilà. Du côté du pôle froid de la cuisine, on s'active sur les entrées et les desserts. C'est ça. On prépare un peu moins de 800. Donc entre les flancs, les brownies et les brownies sans noix, on en fait une partie avec de la crème anglaise qu'on a fait également. Donc la crème anglaise, on a fait 10 litres de lait avec 120 œufs, enfin 120 jaunes d'œufs. Donc toujours les œufs de poulet en plein air. Ce qui nous revient moins cher que de prendre de la coule d'œuf, c'est-à-dire de l'œuf liquide, déjà préparé, stérilisé. Bon, ça fait un petit peu de travail à casser, mais bon, on est là pour ça. On cuisine, donc il faut avoir bien sûr le souhait de vouloir cuisiner. Donc il faut aussi avoir les moyens. Donc au niveau des moyens, on nous donne pour fabriquer en denrées, on a 2,17 €. Donc 2,17 €, ça paraît pas beaucoup. Mais au niveau des collectivités comme nous on fait donc un peu plus de 600 couverts. On sait qu'il y a des enfants qui ne vont pas manger de viande par exemple. Et on va pouvoir également repasser sur J+3, c'est-à-dire jour +3. De notre côté, donc, dès qu'on a fini de service, on refroidit rapidement les aliments. À ce prix moyen des denrées, il faut ajouter le coût moyen du personnel, de la logistique et des charges de fabrication des repas. Le coût moyen d'un repas est de 12 €. Le département participe à la hauteur de 9 €, ce qui rabaisse le prix à charge pour les familles à 3 €. Pour réussir à appliquer ce tarif défiant toute concurrence, un soin particulier est donné aussi pour éviter le gaspillage. Nous, de notre côté, on a mis des portions plus petites. Plus petites, je vois aujourd'hui blanquette de veau purée. On ne va pas mettre énormément de purée. Il est vrai qu'il y a quelques années, on mettait tout de suite ce qu'il fallait parce que les enfants ne pouvaient pas venir redemander de la purée pendant le service. Parce que ça gênait, parce qu'on n'était pas habitué, parce qu'on n'avait pas pris la mesure du fait qu'il fallait en mettre moins. Donc à l'heure actuelle, on met un peu moins dans les assiettes. Et les enfants qui souhaitent de nouveau un peu de purée ou un peu de blanquette reviennent et demandent donc de la purée ou de la blanquette. Et on leur en redonne, puisque de toute façon, on préfère redonner 2 fois de la purée que d'en jeter la moitié.
Chaque année, c'est près de 5 millions de repas qui sont servis dans les collèges de Seine-Maritime au tarif unique de 3 € pour chaque repas, préservant ainsi le pouvoir d'achat des familles et en même temps des repas de qualité. On se retrouve dans la 76 mobile avec notre dernière invitée, Anne-Flore Rimbert. Vous êtes assistante sociale. On va dire que c'est vous qui effectuez le premier contact quand les personnes arrivent dans le camion pour les orienter. C'est bien ça, hein? C'est surtout qu'en effet, je suis placée devant la porte, donc souvent, ils me voient en premier. Après, voilà, on travaille en équipe, tout va dépendre de la demande et puis de si ma collègue est déjà occupée ou pas. En général, si elle n'est pas occupée, on va recevoir la personne à deux, elle va venir m'appuyer sur la demande et puis on va recevoir la personne ensemble. Après, il se peut qu'il s'agisse d'une demande vraiment sociale et pour le coup, on va avoir tendance à plus de confidentialité. Et donc à fermer la porte qui nous sépare et puis à ce que je puisse recevoir la personne seule. Quelle est la différence avec un accueil classique en CMS ici? L'accueil sans rendez-vous. Déjà, quand même, la première des choses, c'est que souvent en centre médico-social, on sait ce qu'on va avoir le matin. On a 4, 5 rendez-vous, voilà, on le sait à l'avance. Là, on est tributaire de une personne, 2 personnes, 3 personnes, personne qui vient. Voilà, donc on fait au gré des allées et venues des gens. Et puis surtout, les demandes sont d'autant plus variées qu'en CMS, puisque là, on sort un peu de notre champ de compétences purement médico-sociales. Avec des demandes qui sont parfois très diverses et très étonnantes. Donc il faut aller chercher l'information, il faut aller renseigner au mieux les personnes. Donc c'est quand même un autre travail. Et puis on a aussi plus de temps. Malgré tout, avec les gens, on peut prendre un temps qui n'est pas contraint comme un rendez-vous en CMS. Vous êtes volontaire pour cette expérimentation. Qu'est-ce que vous trouvez de positif dans ce dispositif ? Le fait d'aller vers, d'être au plus près des publics qui, à la fois, en ont le plus besoin et se retrouvent souvent isolés, avec non seulement une absence de réponse et d'accès à leurs droits, mais surtout une méconnaissance. Et ce qu'on a pu constater, c'est vraiment cette méconnaissance des services et de où je peux m'adresser. Au-delà de ne pas connaître leurs droits, parfois certains connaissent leurs droits, mais ne savent pas à qui ils vont faire la demande, ou en tout cas ont pu tenter des choses, mauvaise expérience, réponse inadéquate, balader de service en service, et puis ils ont abandonné tout simplement l'idée de faire valoir leurs droits. Donc c'est vraiment cette idée de proximité, de pouvoir répondre dans l'immédiat, d'apporter une réponse immédiate, en tout cas on essaye de le faire au maximum, ou de s'assurer, si on oriente, que la réponse qui va leur être apportée le sera réellement et on veille à ce que ce soit fait. Donc c'est vraiment ça qui m'anime dans ce dispositif, c'est de pouvoir assurer une mission de service public gratuite en milieu rural. Merci beaucoup Anne-Flore Rimbert. Notre émission est bientôt terminée. Nous allons découvrir le savoir-faire de Julien Caradan, qui est un horloger pas comme les autres. Vous allez le découvrir dans son atelier en train de fabriquer des montres pas comme les autres. C'est un talent d'ici découvert ce mois-ci par Maïva Lasserve. Après 10 ans de pratique de l'ingénierie ferroviaire, j'ai souhaité bifurquer pour redonner un peu de sens à mon activité professionnelle. Et je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la mécanique, l'intérêt pour comment les choses fonctionnent. Je me suis reconverti en passant par un congé formation et j'ai repassé un CAP d'horlogerie, ce qui m'a complètement convaincu que c'est ce que je voulais faire. Le laser et le papier, ça fait partie de ma signature. Effectivement, c'est ce qui me permet d'être très flexible et en plus d'avoir une touche matière un peu particulière parce que ce n'est pas utilisé en horlogerie. Pourtant, c'est un matériau qui est noble et très stable. Et j'ai toujours réussi à sublimer l'histoire des gens grâce au papier, parfois sans, mais essentiellement avec du papier.
Parfois, ça va être simplement acheter une montre que j'ai déjà dessinée et mettre une gravure dessus parce qu'il offre à une occasion. Soit on part d'une page blanche ou d'une idée peut-être un peu déjà élaborée, et là on va tout dessiner, à l'avant et à l'arrière de la montre, papier ou pas papier, monochrome ou avec énormément de couleurs. Le tout étant de pouvoir raconter ce que souhaite raconter la personne, tout en gardant une esthétique qui lui plaît, soit conventionnelle si la personne adore l'horlogerie et veut ne pas se lasser, soit on peut être très déjanté et faire vraiment un tableau d'art dans une montre. Quand on conçoit la montre avec un projet avec la personne, il y a un fantasme qui se fait sur l'objet derrière parce que voilà, ils ne sont pas là en train de le voir et quand ils l'ont enfin dans les mains, voilà, il y a tout le sens et l'histoire et l'émotion qu'ils ont voulu mettre dans la montre voilà, qui se trouve dans leurs mains. Et ça me plaît beaucoup. Ma marque, elle est vraiment en arrière de l'histoire que les gens mettent dedans. J'avais déjà contacté l'artiste et il était dans l'atelier là et on discutait et en fait il s'avère qu'on a pas mal de choses en commun. On a 2 ans d'écart, la même culture des années 80, 90, 2000. Donc on est assez vite arrivé à l'idée de on peut faire quelque chose et en plus on est très vite arrivé sur l'idée de faire un truc autour du temps. Tout est logique avec la montre, avec plein d'idées qu'on fusait tout de suite. Donc voilà, une semaine après avoir vu son illustration, il était dans l'atelier et 3 mois après, il y avait la montre. Je sais faire de la géométrie, je sais utiliser l'ordinateur, mais je sais pas, j'ai pas de coup de crayon, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais faire perdurer. En fait, c'est une machine qui est composée d'un micro, ici. Ce micro-là, il va capter les vibrations à cet endroit-là. Et donc les vibrations vont être interprétées par la machine qui va analyser la fréquence. Elle va aussi déduire l'amplitude, c'est-à-dire la force de mouvement que fait le balancier, à quel point il balance. Et donc vérifier si la montre est régulière, c'est-à-dire est-ce qu'elle avance, est-ce qu'elle recule, de combien. Et est-ce que le balancier est bien centré, c'est-à-dire qu'il balance bien de manière égale à gauche et à droite. Et donc c'est ça qu'on entend faire tic 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 tic. C'est ces dents-là qui arrêtent, puis relâchent, puis arrêtent, puis relâchent cette roue-là qui entraîne les secondes. Comme l'eau est à 1 bar, si jamais j'avais une pression supérieure dans la montre, si elle était montée à 2 bars, l'air s'échapperait de la montre et ferait des bulles. Je suis artiste parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et plusieurs publications, j'ai vu qu'il avait une montre au poignet, pas toujours la même. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais le contacter, je vais lui dire ce que j'ai remarqué et que est-ce que ça l'intéresserait de voir mon travail et éventuellement que je fasse un modèle. Il m'a répondu tout de suite. Donc on a discuté, il m'a dit qu'il aimait bien les cartes de ville. Donc il m'a commandé une pour son épouse avec des routes dessus. J'ai fait le choix de lui en offrir une après le succès d'un petit truc en plus. Donc il y a la carte de la région où ils ont fait le tournage avec les lieux où ils ont tourné. Et à l'arrière, il y a toute l'équipe du film avec marqué dessus un petit truc en plus, 10 millions d'entrées. C'était pour célébrer le succès du film. De me dire que je n'ai pas juste un concept fun, mais que j'ai une qualité de travail qui répond à des critères qu'ont des gens qui achètent des montres à un certain prix. Ça aussi, c'est plaisant. Depuis son lancement, le dispositif La 76 Mobile s'est déployé sur 132 communes et a accueilli près de 550 usagers, dont 90% n'étaient pas connus des CMS du département. 744 demandes ont été traitées par les agents, un bilan plutôt très positif et encourageant qui fait que la 76 Mobile poursuit sa route. L'accueil se fait avec ou sans rendez-vous de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h, 4 jours par semaine, une demi-journée par commune. Une ligne téléphonique a été dédiée pour les demandes d'information et la prise de rendez-vous. C'est le 02 76 51 61 40. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien. Hey!